Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10h. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le jeudi 7 avril. Le titre de la matinale du jour est « La Fed prudente soutient les indices boursiers ». En effet, hier, dans les minutes de la Fed, nous avons vu que la Fed était plutôt prudente, qu'elle avait ajusté ses prévisions de hausse de taux à plus 0,5 cette année, c'est-à-dire qu'après avoir déjà monté les taux une fois en décembre 2015, elle s'attend à les monter une seconde fois en 2016. La Fed s'ajuste donc avec les Fed Funds, les prévisions du marché, et cela a soutenu les indices boursiers américains, mais aussi les indices boursiers européens, qui étaient hier sur le fil du rasoir et qui ont réussi à tenir les supports. Nous avons tenu les supports et nous sommes un petit peu remontés sur les indices européens, mais nous allons le voir, la situation reste fragile. Nous allons donc voir l'actualité et les statistiques à venir qui pourraient faire décaler ce marché. Bonjour à tous en tous les cas, bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre pour la matinale. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous laisse en prendre note. Je vous invite, comme tous les matins, à user de la fonction chat ou questions-réponses qui se trouve en haut de votre écran pour pouvoir me poser des questions au long de cette présentation. J'en profite pour saluer tous ceux qui regardent cette vidéo enregistrée tous les jours sur YouTube. Encore une fois, vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie chaudement. Comme tous les matins, nous allons voir ensemble l'actualité, le calendrier économique. Nous allons passer en revue des actifs sur la plateforme de CMC Markets et je répondrai à vos questions. Alors, les actualités du jour. Les membres de la Fed se sont montrés divisés, mais inquiets et prudents sur les taux. Nous en avons discuté hier. Je vous ai expliqué qu'il y avait d'un côté le camp de Janet Yellen qui s'est montrée plutôt prudente, plutôt attentiste, qui souhaite prendre son temps avant de monter plus les taux d'intérêt. Et le ton de Janet Yellen avait plu au marché boursier. Mais ensuite, de nombreux membres de la Fed se sont dit en faveur de hausses de taux plus agressives et se sont montrés plus optimiste. Il se trouve qu'après la réunion de l'ensemble des membres, ce qu'il en est ressorti, c'est une division certes, mais la plupart sont inquiets et prudents sur les taux, et cela, c'est un soutien donc pour les marchés boursiers. Les Fed Funds ont donc reculé et n'anticipent plus qu'une seule hausse de taux probable en 2016. Étant donné que la Fed s'est vue plutôt prudente sur la hausse de taux, le dollar a continué de se déprécier hier et ça, c'est un soutien pour les actions américaines. De son côté, le PDG de JP Morgan considère le Brexit comme un réel risque pour toute l'Europe. Le Brexit, les risques de Brexit qui continuent de peser sur la livre et le FTSE. Plus nous allons approcher de l'échéance des votes concernant ce fameux Brexit et plus la tension devrait monter. Hier, les deux secteurs qui ont porté les actions américaines étaient les secteurs de l'énergie et des biotech. C'était la 6e plus forte hausse de l'indice des biotech US depuis sa création. Le NBI, donc Nasdaq Biotechnology Index, a gagné 5,95% hier. De son côté, le Japon laisse entendre que les autorités pourraient intervenir sur la devise. En effet, le yen, depuis le début de l'année, s'apprécie très nettement. Il s'apprécie d'autant plus ces dernières séances. Il pèse énormément sur le Nikkei qui recule de près de 10% en 10 séances et donc les autorités laissent entendre qu'elles pourraient intervenir. Néanmoins, à court terme, le marché n'y croit pas forcément et le yen continue d'être particulièrement recherché. Côté entreprise, nous avions vu ensemble que le deal entre Pfizer et Allergan échouait. Or, l'échec de la fusion soutient le titre Pfizer qui retrouvait des couleurs hier. En effet, Pfizer avait proposé une prime particulièrement importante sur le titre Allergan et le fait que la société au final n'achète pas Allergan ravit les investisseurs et ravit les détenteurs du titre Pfizer qui le soulignent et qui donc se portent plus à l'achat sur le titre.
Renault est désormais détenu à 26,05% par l'État français. Ça a été une information donnée par l'AMF. Volkswagen, de son côté, est considéré en Allemagne comme le seul producteur à avoir triché sur ses émissions. Le scandale Volkswagen, on n'a pas fini d'en entendre parler. Et puis de son côté, Numérique Câble SFR souhaite lever 5,16 milliards. Hier, je vous parlais de 2,25 milliards. Ce chiffre a augmenté et ce serait l'émission la plus importante de l'année aux USA. Du côté des statistiques passées, hier, les stocks de pétrole sont ressortis inférieurs aux attentes à moins 4,9 millions de barils. C'était la deuxième plus forte baisse des stocks de l'année. La première plus forte baisse étant celle de la première semaine de janvier. Les stocks étant bien inférieurs à ce qui était attendu, cela a soutenu les cours du baril de pétrole dont nous avions vu qu'ils avaient trouvé support et qu'ils étaient bien orientés depuis déjà 48 heures. Hier, les minutes de la Fed donc étaient prudentes, on l'a vu ensemble, et les taux ont été révisés à plus 0,5 pour l'année 2016. Ce jour, nous avons un bon programme. À 10h30, discours de Benoît Cœuré de la BCE. Cela pourrait entraîner des décalages sur l'euro-dollar. À 13h30, compte-rendu de la BCE. Ça pourrait également avoir un impact. À 14h30, les inscriptions hebdomadaires au chômage américain. Dans le courant de l'après-midi, discours de Mario Draghi à surveiller. À 18h, ne le manquez pas, webinaire spécial de CMC Market sur les indicateurs avancés et les outils de trading avec Patrick Rejonnier de Zone Bourse. Et puis à 23h30, nous aurons un discours de Janet Yellen. Nous allons passer sur la plateforme. Alors, on va commencer par les indices, comme d'habitude. Première chose, je vous montre le Volatility Index, le VIX. Nous en avons parlé ces dernières séances. Quand le VIX, donc la volatilité, évolue à la baisse, cela veut dire que la volatilité s'écrase, qu'elle s'affaiblit et que le marché est plutôt complaisant. Lundi et mardi, nous avons vu une forte hausse de la volatilité et nous avons vu les indices reculer. Hier, grâce au soutien des indices et de la Fed, la volatilité est retombée rapidement et elle est revenue dans une zone basse, ce qui nous permet d'espérer une certaine stabilité des marchés boursiers. Si et seulement si le VIX venait à sortir de ce range ici, cette zone de neutralité par le haut, alors il pourrait y avoir de la volatilité et donc potentiellement des décalages baissiers sur les indices. Concernant le SP500, nous avions vu ensemble qu'il s'était fortement apprécié pendant plusieurs semaines et que ce rythme de progression s'était stabilisé ces 2-3 dernières semaines. Le SP500 monte moins vite, mais il ne baisse pas pour autant. Nous avons vu ensemble qu'il était soutenu par sa moyenne mobile à 15 séances. Pour ceux qui font de l'Ishimoku, eh bien, ça correspond également à la Tenkan. Regardez si je mets un Ishimoku sur le graphique. Eh bien, la ligne bleue, la Tenkan ici, correspond parfaitement à la moyenne mobile à 15 séances et est donc un soutien. Tant qu'on est au-dessus de cette dernière, le marché est haussier. Si et seulement si on la casse, le marché pourrait passer baissier. À court terme, nous sommes neutres dans un range. La borne basse a tenu à 2040 points, la borne haute est à 2080 points. Nous sommes en plein milieu et le marché consolide un petit peu après sa forte appréciation d'hier. On va regarder les indices européens. En Europe, nous avions vu ensemble que le CAC était dans une situation inconfortable, qu'il était orienté à la baisse, qu'il était en dehors de ses bandes de Bollinger et qu'il y avait donc des risques baissiers si nous cassions les 4240-4260. Depuis le début de la semaine, nous avions défini cette zone de prix comme une zone clé. Nous avons une oblique qui passe par les plus bas et qui faisait office de support dans cette zone de prix-là. Je vous avais également montré ce canal baissier sur le 440 dont nous avions testé la borne basse avant-hier, borne basse que nous tenions hier matin lorsque nous avons fait la matinale. Étant donné que la Fed s'est montrée plutôt prudente, les acheteurs ont repris la main, ont permis au cours de réintégrer les bandes de Bollinger. Pour ceux qui font de l'analyse dynamique, lorsque l'on réintègre la bande de Bollinger, le premier objectif, c'est de revenir sur la moyenne mobile à cette période qui se trouve à 4330 points. Et en cas de dépassement de cette dernière, on pourrait viser les 4380 points, soit la borne haute du canal baissier, les plus hauts de la semaine et la moyenne mobile à 20 jours.
Nous avons donc à 4380 une belle conjonction ici de résistance. Quant au support, eh bien le support reste bien évidemment le support que nous avions défini ensemble, l'oblique haussière qui passe par les plus bas. Elle est désormais à 4260 points, soit le point que nous avions défini dès lundi matin comme le pivot de la semaine. Le DAX ensuite, le voici. Le DAX a fait un mouvement haussier pendant 6 semaines. Il en est sorti la semaine dernière à la baisse et cela a engendré des prises de bénéfices et une correction. Vous pouvez voir que j'ai mis un retracement de Fibonacci sur mon graphique. Les cours du DAX ont en fait chuté pour retracer à peu près 38,2% de la hausse précédente et pour le moment, ils réagissent favorablement sur ce seuil. Vous pouvez noter que la clôture d'avant-hier, qui s'est fait à 9525 points, correspond à peu près à la clôture que nous avions eue le 10 mars dernier lors de la BCE. Nous avons donc ici, à 9520 points, le pivot clé pour le DAX. Vous avez donc un pivot clé sur le CAC et un pivot clé sur le DAX. Tant qu'on est au-dessus de ces derniers, des mouvements haussiers pourraient apparaître. Si nous y revenions et si nous les mettions en danger, alors là, les risques baissiers referaient surface. On peut regarder aussi l'Eurostoxx, car je trouve qu'il a une configuration technique intéressante. C'est un graphique que je présentais déjà hier sur Twitter. Nous avons ici une potentielle épaule-tête-épaule. C'est une figure chartiste. C'est une épaule-tête-épaule inversée. Vous voyez ici qu'on a une première épaule. Ici, la deuxième épaule serait en construction. C'est une spéculation sur cette figure chartiste. En fait, ici, nous avons un point bas opéré dans la zone des 2900 points. Et ici, nous avons à peu près la même chose. Donc, si on venait à marquer un point bas et à repartir à la hausse, nous aurions une épaule tête-épaule inversée avec une ligne de coup dans la zone des 3100 points et avec un objectif théorique beaucoup plus haut. Cela reste une spéculation à court terme, mais en tous les cas, tant que les plus bas de la semaine tiendront, eh bien, les espoirs haussiers seront d'actualité. Si et seulement si on les met en danger plus tard dans la semaine ou dès le début de la semaine prochaine, alors la donne pourrait devenir beaucoup plus négative. On va regarder les actions françaises qui sont soutenues par le pétrole, et puis on retrouve également dans les hausses du jour des actions des biotechnologies, puisque je vous disais hier que l'indice des biotech aux États-Unis faisait sa 6e plus forte hausse depuis la création de l'indice des biotech. Nous avons donc Eramet qui remonte, valeur des matériaux de base. Nous avons Genfit qui continue de faire des plus bas de plus en plus haut. Le titre est en train de se comprimer entre la résistance des 32 € et le support qui est de plus en plus haut. Vous voyez que les plus bas sont de plus en plus hauts, donc on a tout de même un certain courant de soutien, un courant haussier. Mais pour que le titre Genfit retrouve une pente ascendante, il faudra vraiment réussir un jour à casser cette zone des 31-32 €. AB Science, qui est une société biotech aussi, est recherchée ce jour. Le titre s'était fortement apprécié en début de semaine de 40%. Il a consolidé hier et les acheteurs se manifestent aujourd'hui. Dans les hausses du jour, on retrouve aussi Vallourec dont on a parlé hier, qui avait fait un superbe test de son support et qui commençait à redémarrer. On a vu le titre Vallourec hier quand il était à 5,60. Le titre a pris 10% entre l'émission d'hier et de ce jour. Air France se reprend. Souvenez-vous, Air France a fait une forte baisse hier à l'ouverture suite à la démission de son PDG. On avait vu ensemble qu'il y avait un pivot clé à 7,80 €. Si on y avait échoué, les risques auraient été baissiers. Le fait que hier, le titre soit payé dès l'ouverture et toute la journée et qu'on réussisse à reprendre le support en clôture fait qu'aujourd'hui, les acheteurs se présentent de nouveau car le support a été préservé. Et puis Numéricable qui travaille ses plus bas, dont on attend une émission importante, tente un double bottom sur la zone des 28,50 €, 29 €. Ici, on a donc un support établi. On retrouve d'autres pétrolières ou parapétrolières, on retrouve Technip, on retrouve CGG Veritas qui essaye tant bien que mal de s'extraire de son canal baissier de moyen terme. On retrouve aussi Neopost, qui est un titre particulièrement baissier cette année et qui travaille ses plus bas. On a un plus bas ici en clôture
à 17 € sur Néopost. Il a tenu ses dernières séances. Si les indices boursiers étaient recherchés, eh bien peut-être qu'il y aurait des spéculations haussières sur Néopost suite à la tenue du support. Au contraire, sous les 17 €, eh bien les plus bas annuels, voire de nouveaux plus bas, seraient attendus. On va passer aux matières premières. Dans les matières premières, j'ai moins de configurations qui m'intéressent que ces dernières semaines, comme vous avez pu le constater dans les dernières émissions. Il y a des périodes dans lesquelles il est intéressant de suivre le pétrole et l'or, et il y a d'autres périodes où j'ai suivi plutôt les matières premières agricoles. Les matières premières agricoles, ces dernières séances, comme je vous l'ai expliqué, sont moins attractives. Il y a moins de configurations chartistes intéressantes à suivre. Par contre, on a vu ensemble que les pétroles et l'or pouvaient être intéressants, en particulier le pétrole. Donc le pétrole Brent, on a vu hier qu'il avait tenu sa zone de support ici, qu'il était en train de redémarrer à la hausse. Il a confirmé sa hausse hier grâce au stock. Et aujourd'hui, on enchaîne une troisième séance consécutive de hausse. Le pétrole, donc on a un support majeur dans la zone des 37 $. On a une résistance majeure dans la zone des 42 $. À 39,40 $ aujourd'hui, on est absolument en plein milieu de ce range. Toujours est-il que Doha s'approche, la réunion de Doha du 17 avril des pays producteurs approche, donc des spéculations haussières pourraient intervenir. Et puis, suite à la belle réaction des cours de ces dernières séances et des stocks, pour l'instant, les acheteurs ont la main. Et donc, étant donné qu'on vient de tester le support, il se pourrait qu'on s'approche des résistances. Le pétrole WTI, c'est la même chose. Le pétrole WTI s'est approché de la zone des 34 $ et a vivement réagi. Il a réussi à regagner sa moyenne mobile à 30 périodes avant-hier en clôture. Hier, il reprenait cette moyenne mobile et on était juste au-dessus au début de mon émission. On a clôturé en forte hausse grâce au stock en baisse. Aujourd'hui, on est encore en hausse, mais vous voyez qu'il y a des prises de bénéfices légitimes après 3 séances en hausse. Il est normal que certains opérateurs prennent des bénéfices. On peut considérer que la moyenne mobile à 30 séances est un support clé. Tant qu'on sera au-dessus, la pente sera haussière. Si et seulement si on venait à la casser de nouveau, alors on neutraliserait les velléités haussières de court terme. Concernant l'or, le voici. L'or est complètement neutre. La question qui se pose en ce moment, c'est est-ce que les cours de l'or, suite à la stabilisation horizontale, vont réattaquer les 1240 pour partir à la hausse, ou est-ce qu'au contraire, des cours de l'or vont continuer de consolider en direction des supports majeurs que sont les 1185-1200 $, voire les 1170 $. Il est trop tôt pour le dire. Attendons d'avoir des éléments. Une chose est certaine, à moyen terme, il y a des opérateurs qui attendent l'or sur des supports. Tant que l'or n'a pas cassé les 1240, il y a autant de chances qu'on monte que l'on baisse. Et donc, voilà, pour l'instant, il n'y a pas de signaux clairs. L'or se cherche. Est-ce qu'il y a d'autres configurations dans les matières premières qui me plaisent ou que je souhaite vous montrer? Pas particulièrement. Le gaz est resté complètement neutre dans son range. Que voici. Le cuivre recule, tout comme le Shanghai Composite ce matin. L'indice de Shanghai était un des seuls indices en baisse ce matin. Alors, regardez un petit peu le cuivre. Le cuivre qui est quand même un petit peu Il nous donne un sentiment sur l'économie mondiale, le cuivre, parce que le cuivre, c'est une des matières premières qui est la plus achetée par la Chine. Donc, quand les cours du cuivre baissent, c'est que la Chine est moins à l'achat et c'est que la Chine ralentit. Le cuivre, ici, c'est un graphique en données mensuelles que je vous montre sur les 14 dernières années. On avait vu ensemble que sous les 200, il y avait eu une belle réaction haussière et qu'on pourrait rebondir. Le rebond a eu lieu, mais il s'étiole et au profit d'une certaine neutralité des cours. Pour l'instant, la Chine continue de ralentir, les chiffres économiques sont en demi-teinte et donc cela se voit sur le cuivre. Voilà pour les matières premières. Je n'ai pas d'autres configurations en particulier à vous montrer dessus. Et puis, on va passer sur les devises. En même temps, je lis vos questions et vos commentaires. Alors, Thierry me dit « Les Anglais ont trop à perdre, ils souhaitent mettre une pression pour négocier leur allocation au pot commun. » C'est très vrai Thierry, il se pourrait que le Brexit soit une manipulation, une sorte de pression politique. C'est certain, en tous les cas, le Brexit continue de faire peur aux opérateurs.
Ensuite, Thierry me dit quelle est la durée prévue pour le webinaire de ce soir. Ce sera à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Alain me dit, s'il vous plaît, quel est le niveau de la moyenne mobile à 15 jours sur le SP500? Donc on a vu que c'était approximativement 2045 points et on a vu qu'en plus, juste sous la moyenne mobile à 15 périodes, il y avait le support horizontal des 2041 points. Donc les 2041 points restent pour moi le pivot clé. JT me dit, n'est-ce pas une tradobulle sur le 440? Effectivement, Tradosor, qui est un de nos partenaires, sur cette configuration de la réintégration des bandes de Bollinger, a appelé cela une tradobulle. Et donc, quand on réintègre les bandes de Bollinger, on peut rebondir ce qui s'est passé hier soir et ce qui s'est passé également ce matin. On va donc passer aux devises. La première paire que je vous montre, c'est la paire Euro-GBP. On avait vu ensemble que cette paire évoluait dans un range pendant très longtemps, puis début 2016, on était sorti à la hausse. On a travaillé pendant longtemps ici la zone des 0,78, puis les cours s'en sont échappés à la hausse. En effet, nous avons un euro-dollar qui est particulièrement haussier et recherché par les opérateurs, et d'autre part, on a une livre qui est complètement délaissée à cause des risques de Brexit. Et c'est cela qui a engendré ce fort mouvement haussier de plus de 1000 points sur la paire euro-GBP. En plus de cela, on a cassé des niveaux de moyen terme. On approche désormais d'autres résistances de moyen terme. On a ici une zone clé non loin des 0,82 qui correspond au plus bas de 2010, qui correspond au plus bas de début 2014. Et donc, il faudra faire attention quand on va arriver sur cette zone de prix. Quelle autre paire je souhaitais vous montrer ce matin? L'euro-dollar. L'euro-dollar, faites bien attention car il est sous une résistance de moyen terme. Hier, il a tenu son support à 1,1340 grâce au recul du dollar. Il est remonté vers la borne haute de son range. Ce matin, il a tenté de sortir de son range, mais il est rapidement revenu à l'intérieur et il l'a réintégré. Faites bien attention car il va y avoir des discours aujourd'hui de Mario Draghi et Janet Yellen, BCE et Fed. Cela peut engendrer des mouvements contradictoires et volatiles sur l'euro-dollar. Alors, si l'euro-dollar venait très nettement à sortir par le haut de son range et casser les 1,1440, il pourrait potentiellement aller chercher les 1,15. Au-dessus des 1,15, la prochaine résistance est à 1,17. Mais je dis bien mais, il faut faire attention, il faut être prudent, il faut attendre un signal éventuel en cours de clôture, car comme vous pouvez le voir, dans cette zone des 1,1440, 1,15, eh bien, nous avons fait de nombreux points hauts en 2015, donc ça apparaît vraiment comme une zone de résistance majeure, et c'est ce qui explique le repli des cours sous cette résistance ce matin. Faisons attention, l'euro-dollar peut tout aussi bien sortir par le haut qu'il pourrait sortir par le bas. D'autres paires à regarder, l'USD-CAD. L'USD-CAD, on avait vu ensemble que la semaine dernière et en début de semaine, il pouvait potentiellement tenter de se reprendre puisque le pétrole restait sous pression et que le dollar était recherché. Comme je vous l'ai dit hier, il y avait un point clé à 1,3150. Si ce point clé avait cassé en cours de clôture, eh bien, on aurait pu aller un peu plus haut. Mais n'ayant pas cassé en cours de clôture ce seuil clé, eh bien, les cours consolident. Et étant donné que le pétrole est plutôt orienté à la hausse ces dernières séances, il est légitime que la paire USD-CAD, qui lui est inversement corrélée, recule. Et puis on va regarder l'USD-Yen. L'USD-Yen, il est là. L'USD-Yen donc n'est plus du tout corrélé aux indices américains. On l'appelait avant le baromètre du risque et lorsque l'USD-Yen s'appréciait, généralement les indices américains aussi. Vous pouvez constater que depuis plus d'un mois, les indices américains montent et l'USD-Yen est en chute libre. Le fait que l'USD-Yen baisse fait que le yen s'apprécie fortement. Ça fait énormément de pression sur le Nikkei, ça met une énorme pression sur la BOJ. BOJ qui nous dit tous les jours, donc la Banque du Japon, qui nous dit tous les jours qu'elle pourrait intervenir. Le problème, c'est qu'elle n'intervient pas et que pour l'instant, donc, les cours sont fortement baissiers. Attention néanmoins, si vous êtes en position sur des paires en yens, à une éventuelle intervention. La paire AUD-USD tente de s'accrocher tant bien que mal à son trend haussier. Vous voyez qu'ici, elle avait cassé son support, elle l'a réintégré. Donc, je pense qu'ici, plutôt que de choisir une oblique, on pourrait
plutôt définir un niveau horizontal de support. On a un support ici qui s'est formé sur l'AUD à 0,75, 0,75, 10. Tant qu'on est au-dessus, les acheteurs ont la main dans le sens du mouvement de moyen terme en place depuis 3 mois. Par contre, il faut faire attention puisque les cours ont tendance à court terme à se stabiliser après ce fort mouvement haussier. La livre, elle, retrouve ses plus bas et travaille sa zone de support. Alors, il faut mettre un graphique mensuel sur la livre pour se rendre bien compte de quel niveau nous travaillons actuellement. La zone des 1,40, 1,41 est un niveau énorme. Ici, je vous montre un graphique mensuel depuis 14 ans. Vous voyez le support des 1,40 testé en 2001-2002, testé également en 2008. Nous sommes dessus. La livre est sous pression depuis des mois à cause justement des risques de Brexit. Ce que je trouve intéressant, c'est que pour l'instant, cette zone des 1,40 est particulièrement défendue. Vous voyez que la livre baisse depuis une semaine, qu'on a touché les 1,40 et que pour l'instant, on tient cette zone de prix. Donc, les espoirs haussiers restent permis tant que les 1,40 tiendront. Si on venait à les casser, alors il y aurait de nouveau des risques de dérapage en direction des plus bas annuels, voire ici des 1,38 correspondant à une oblique baissière passant par les plus bas depuis plus d'un an. Et puis le NZD. Le NZD, pour finir, je voulais vous le montrer. La semaine dernière, je vous ai parlé du NZD quand il a cassé sa résistance à 0,6880, 0,69, mais je vous ai indiqué ce canal haussier en vous disant attention, attention, le NZD USD est haussier depuis 3 mois, mais il a touché un haut de canal, et donc, même s'il devait rester dans son canal, il pourrait consolider avant éventuellement de repartir à la hausse. Ici, le NZD-USD est désormais en plein milieu de son canal. Il n'est donc pas évident d'anticiper le prochain mouvement. La seule chose que je peux vous dire, c'est que techniquement parlant, le support se trouve ici sur le bas de canal et la zone de résistance ici. Au cours actuel, nous sommes pratiquement au milieu des deux. Et vous voyez que sur la plupart des paires en USD, nous sommes actuellement dans des zones de prix moyennes où on se cherche. Les supports sont un peu plus bas, les résistances un peu plus haut. Peut-être faudrait-il donner le temps au temps et voir ce que le marché choisit comme option dans les séances à venir. On va re-regarder le 440 pour finir. Le 440 tient particulièrement bien. Il a fait une belle séance haussière hier. Une nouvelle hausse ce jour. Il est en train d'essayer de dépasser les 4300 pour aller chercher potentiellement 4330, la moyenne mobile à cette séance. Au-dessus de ce niveau, les 4380. Bien évidemment, si on repasse sous les plus bas du jour, les velléités baissières seraient de nouveau d'actualité. Et le support, comme je vous le disais, est à 4260. Voilà, sur ce, j'espère que ça vous a plu. Nous avons fait un point complet sur indices, actions, forex, matières premières et actualités. J'espère tous vous retrouver ce soir à 18h tapante pour le webinaire spécial CMC Market sur les indicateurs avancés et les outils de trading et de sélection de titres. Je vais donc vous souhaiter à tous une bonne journée, un bon appétit, un bon trading et à ce soir, 18h.